Peut-être corriger, peut-être après ça. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la cour d'assises de Montpellier qui vous offre un décor solennel et respectueux pour rejouer le procès de Charles Baudelaire et de ses Fleurs du Mal. Le 21 juin 1857, sous le Second Empire, paraît le recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. La presse choquée s'offusque. Le procureur général ordonne la saisie des exemplaires du recueil des poèmes. Le 20 août 1857 s'ouvre alors le procès des Fleurs du Mal devant la 6e chambre correctionnelle de la Seine. Recueil de poésie moderne, écrits amoureux et surtout le récit d'une époque, Les Fleurs du Mal est jugé comme scandaleux à Paris. Le réquisitoire est prononcé par Ernest Pinard, qui n'était autre que le procureur général dans le procès intenté au roman de Flaubert, Madame Bovary, pour les mêmes raisons quelques mois plus tôt. Il accuse la poésie de Baudelaire de manquer au sens de la pudeur et en outre de multiplier les peintures lascives. Il attaque non seulement le fond, mais aussi la forme. Pour la défense, Maître Chez d'Est d'Ange plaide l'indépendance de l'artiste et la beauté de l'œuvre. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci. Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n'aboutit pas, on fait à l'auteur un succès presque un piédestal. Il triomphe et on a assumé vis-à-vis de lui l'apparence de la persécution. J'ajoute que dans l'affaire actuelle, l'auteur arrive devant vous protégé par des écrivains de valeur, des critiques sérieux, dont le témoignage complique encore la tâche du ministère public. Et cependant, mesdames, je n'hésite pas à la remplir. Oui, ce n'est pas l'homme que nous avons à juger, c'est son œuvre. Ce n'est pas le résultat de la poursuite qui me préoccupe. C'est uniquement la question de savoir si elle est fondée. Charles Baudelaire n'appartient pas à une école. Il ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c'est de tout peindre, tout mettre à nu. Il fouillera, dit-il, la nature humaine dans ses replis les plus intimes et il aura pour la rendre des tons vigoureux, dit-il, et saisissants. Il exagérera surtout son côté hideux. Il la grossira outre mesure, afin de créer l'impression, non, la sensation. Il fait ainsi, peut-il dire, la contrepartie du classique, du convenu, qui est pour lui singulièrement monotone et qui n'obéit qu'à des règles artificielles. Non! Le juge n'est point un critique littéraire. Ce n'est point un critique littéraire parce qu'il n'est pas appelé à se prononcer sur des mondes opposés, d'apprécier l'art et de le rendre. Il n'est point le juge des écoles, mais le législateur l'a investi d'une mission définie. Le législateur a inscrit dans nos codes le délit, monsieur, d'offense à la morale publique. Le législateur, monsieur, a puni ce délit de certaines peines et il a donné au pouvoir judiciaire une autorité discrétionnaire, mesdames, pour reconnaître si cette morale est offensée, si la limite a été franchie. Le juge est une sentinelle qui ne doit laisser passer la frontière par personne. Voilà la mission. Voilà votre mission. Ici, dans le procès, le ministère public devait-il donner l'éveil?
Voilà le possible. Pour le résoudre, citons donc ce recueil de pièces détachées. Je les ai cochées et j'y ai mis une croix. Toutes ces pièces que nous ne pouvons pas laisser passer sans protester au nom de cette société que je représente. Je lis, page 53, la pièce 20, intitulée Les bijoux, et j'y signale à votre tribunal 3 strophes qui, pour le critique le plus indulgent, constituent la peinture lascive offensant la morale publique. Je lis. Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vie, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger. Du rocher de cristal où calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope et le buste d'un imberbe. Dans sa taille, faisait ressortir son bassin, sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Abject, n'est-ce pas? À la page 73, pièce 30, intitulée Le Lété, je vous signale cette strophe finale. Je sucerai, pour noyer ma rancœur, le népenthes et la bonne ciguë, au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur. Dans la pièce 30, intitulée À celle qui est trop gaie, à la page 92, que pensez-vous de ces 3 strophes où l'amant dit à sa maîtresse: ainsi, je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche ramper sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, d'infuser mon venin, ma sœur. De la page 187 à la page 197, les 2 pièces 80 et 81, intitulées Lesbos et les femmes damnées, sont à lire tout entières, et vous trouverez dans leurs détails les plus intimes mœurs des tribades. Ainsi, à la page 203, la pièce 87, intitulée Les métamorphoses du vampire, débute par ces vers. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son buste, laissait couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, et je fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qu'ils me voient libre et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. Sans doute, Charles Baudelaire dira qu'à la strophe suivante, il a fait la contrepartie en écrivant ses vers. Et quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, et que, languissamment, je me tournai vers elle, pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant, toute pleine de pus. De bonne foi, croyez-vous que l'on puisse tout dire, tout peindre, tout mettre à nu, pourvu que l'on parle ensuite du dégoût, de la débauche, et qu'on décrive les maladies qui la punissent? Mesdames, je crois avoir assez cité de passages pour affirmer devant vous qu'il y a eu, dans ce livre, offense à la morale publique, où le sens de la pudeur n'existe pas, où la limite qu'elle impose a été audacieusement franchie. La morale religieuse, notre morale religieuse, n'est pas plus respectée que la morale publique. Je signalerai sur ce second point le reniement de Saint-Pierre, pièce 90,
Abel et Caïn, pièce 91. Les litanies de Satan, pièce 92. Le vin de l'assassin, pièce 95. Cours. Prendre parti pour le reniement contre Jésus. Pour Caïn contre Abel. Invoquer Satan à l'encontre des saints. Faire dire à l'assassin, je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Dame. N'est-ce pas accumuler, monsieur, des débauches de langage qui justifient l'ordonnance du juge d'instruction? Oui, oui, il a dû renvoyer Baudelaire devant vous, mesdames, ces juges du correctionnel, pour l'offense à cette grande morale chrétienne que nous défendons tous et que nous avons dans notre cœur, cette grande morale chrétienne qui est en réalité la seule base solide de notre société et des mœurs publiques. Pour justifier ce renvoi et pour amener ce débat public entre la prévention et la défense, les présomptions suffisaient et les présomptions y étaient. Mais après vos explications contradictoires, monsieur, à l'audience, avez-vous la certitude, mesdames, pour condamner sur ce second chef? Vous apprécierez si Baudelaire, cet esprit tourmenté, a voulu faire de l'étrange, plutôt que du blasphème, a eu conscience de cette offense-là. L'offense à la morale publique, voilà celle que je trouve invinciblement démontrée. Et je tiens sur ce point à répondre à toutes les objections. La première objection qu'on me fera sera celle-ci. Le livre est prise. Le nom seul dit que l'auteur a voulu dépeindre le mal et ses trompeuses caresses pour s'en préserver. Ne s'appelle-t-il pas les fleurs du mal? Voyez-vous, voyez-y un enseignement au lieu d'y voir une offense. Un enseignement, ce mot-là est bien connu. Mais ici, il n'est pas la vérité. Croit-on que certaines fleurs, au parfum vertigineux, soient toutes bonnes à respirer? Croit-on que le poison qu'elles apportent n'éloigne pas d'elles? Il monte à la tête, il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige, il peut tuer aussi. Je peins le mal avec ses enivrements, mais aussi avec ses misères et ses hontes, direz-vous. Soit. Mais tous ces nombreux lecteurs pour lesquels vous écrivez, car, monsieur, vous tirez à plusieurs milliers d'exemplaires et vous les vendez à bas prix. Je n'ai pas dit vil prix, mais je l'ai pensé. Ces lecteurs multiples de tout rang, de tout âge, de toutes conditions, prendront-ils l'antidote dont vous parlez avec tant de complaisance, même chez vos lecteurs instruits, chez vos hommes faits? Croyez-vous qu'il y ait beaucoup de froids calculateurs pesant le pour et le contre, mettant le contrepoids à côté du poids, ayant la tête, l'imagination, les sens parfaitement équilibrés? L'homme n'en veut pas convenir, monsieur. Il a trop d'orgueil pour cela. Mais la vérité, la voici. L'homme est toujours plus ou moins influencé, plus ou moins faible, plus ou moins infirme, plus ou moins malade, portant d'autant plus le poids de sa chute originelle qu'il veut en douter ou la nier. Si telle est sa nature intime, tant qu'elle n'est pas relevée par de mannes efforts et une forte discipline, qui ne sait combien il prendra facilement cet homme le goût des frivolités lascives, sans se préoccuper de l'enseignement que l'auteur veut y placer, soi-disant. Pour tous ceux qui ne sont pas encore ni appauvris ni blasés, il y a toujours des impressions malsaines à recueillir dans de semblables tableaux. Quelles que soient les conséquences du désordre, si édifiés que soient-ils à cet égard, certains lecteurs, et ils rechercheront partout dans les traces de ce livre, je cite, la femme nue essayant des poses devant l'amant fasciné, la mégère libertine qui verse trop de flammes qu'on ne peut, comme le Styx, l'embrasser 9 fois. La Vierge folle, dont la gorge et la jupe aiguë au bout charmant versent le l'été. La femme trop gaie, dont l'amant
châtie la chair joyeuse en lui ouvrant des lèvres nouvelles. Le beau navire, où la femme est décrite avec la gorge triomphante, provocante, bouclier armé de pointes roses, tandis que les jambes, sous les volants qu'elle chasse, tourmentent les délices, les désirs et les agacent. La mendiante rousse, dont les nœuds mal attachés dévoilent le sein tout nouveau, et dont les bras, pour la désabriller, font prier en chassant les doigts lutins. Lesbos, où les filles aux yeux doux de leur corps amoureux caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Les femmes damnées ou les tribades, les métamorphoses, ou la femme vampire, étouffant un homme en ses bras veloutés, abandonnant en morsure de son buste sur les matins qui se pâment des mois, au point que les anges impuissants se damneraient pour elle. Dans ces pièces multiples où l'auteur s'évertue à forcer chaque situation comme s'il tenait gageur de donner sens à ceux qui ne sentent plus. Mesdames, vous qui êtes juges, vous n'avez qu'à choisir. Le choix est facile, car l'offense est à peu près parfaite. On me fait une seconde objection, en signalant dans le passé des livres tout aussi offensants pour la morale et qui n'ont pas été poursuivis. Je réponds, en droit, de semblables précédents, ne lis pas le ministère public. Qu'en fait, il y a des questions d'opportunité qui expliquent souvent l'abstention et qui la justifient. Ainsi, on ne poursuivra pas un livre immoral qui n'aura aucune chance d'être lu ou d'être compris, sans crainte de vouloir lui assurer peut-être un succès immérité d'un jour et qui n'aurait point eu sans cela. Non. Cette réserve du ministère public ne pourra être, le lendemain, retournée contre lui. Autrement, son action ne serait plus libre. Si l'immoralité des productions s'accentue, il faut qu'il puisse toujours, entendez-vous, punir le vice sans qu'on ait à le lui reprocher, ne pas avoir antérieurement poursuivi, et alors, sans cela, le résultat final serait l'impunité absolue, à quelques degrés qu'on fût descendu. Mesdames, j'ai répondu aux objections, et je vous dis, réagissez par un jugement contre ces dents croissantes mais certaines, contre cette fièvre malsaine qui porte à tout peindre, tout décrire, tout dire, comme si le délit d'offense publique à la morale était abrogé et comme si cette morale n'existait pas. Le paganisme avait des hontes que nous retrouvons traduites dans les villes détruites, Pompéi, Herculanum, mais au temple, sur la place publique. Ces statues ont une nudité chaste. Ces artistes, eux, ont le culte de la beauté plastique. Ils rendent les formes harmonieuses, celles du corps humain, et ne nous le montrent pas avilis ou palpitants sous l'étreinte de la débauche. Ils avaient, monsieur, eux, le respect de la vie sociale. Dans notre société imprégnée, et heureusement, du christianisme, ayons au moins ce même respect. J'ajoute que le livre n'est pas une feuille légère qui se paie et s'oublie comme le journal. Quand le livre apparaît, c'est pour rester. Il demeure dans nos bibliothèques, dans nos foyers, comme une sorte de tableau. S'il a ces peintures obscènes qui corrompent ceux qui ne savent encore rien de la vie, s'il excite les curiosités mauvaises et malsaines, il est aussi le piment des sens blasés. Il devient un danger pour toujours permanent, bien autrement que cette feuille quotidienne qu'on parcourt le matin, qu'on oublie le soir et qu'on collectionne rarement. Je sais bien qu'on sollicitera l'acquittement. Et qu'en vous disant de blâmer le livre dans quelques considérants bien sentis, vous y ferez droit. Mais vous n'aurez pas, mesdames, vous ne devez pas avoir ces imprévoyantes condescendances. Vous ne le devez pas parce que vous n'oublierez pas que le public ne voit que le résultat final, que s'il y a acquittement, le public le croira et le public dira que le livre est absolument amnistié. Il oublie vite les attendus et s'il se les rappelait, il les réputerait démentis par le dernier mot de la sentence.
le juge alors n'aurait mis personne en garde contre l'œuvre. Et il encourrait, mesdames, un reproche qu'il était loin de prévoir et qu'il ne croyait pas de mériter, celui de s'être contredit. Alors, soyez indulgentes pour ce Baudelaire-là, qui est une nature inquiète et sans équilibre. Soyez-le pour ces imprimeurs qui lâchement se mettent à couvert derrière lui. Mais donnez en condamnant au moins certaines pièces du livre un avertissement rendu, mesdames, à ce jour nécessaire. La parole est à la défense. Charles Baudelaire n'est pas seulement le grand artiste et le poète passionné et profond au talent duquel l'honorable organe du ministère public a tenu lui-même à rendre de l'hommage public. Et maintenant, vous comprendrez la désolation véritable et la douleur profonde de ce créateur sincère et convaincu qui, lui aussi, aurait pu mettre en tête de son œuvre « C'est ici un livre de bonne foi » et qui, la voix méconnue, traduite à votre barre comme contraire à la morale publique et à la morale religieuse. Est-ce que sérieusement, ces intentions peuvent être douteuses? Est-ce que vous pouvez hésiter un instant sur le but qu'il a poursuivi et sur la fin qu'il a proposée? Vous l'avez entendu lui-même il n'y a qu'un moment dans les explications loyales qu'il vous a données, et vous avez été frappé, sans doute et ému, de ces protestations de nos méthodes. Il a voulu tout peindre, vous a dit le ministère public, il a voulu tout mettre en nu. Il a fouillé la nature humaine dans ses replis les plus intimes, avec des tons vigoureux et saisissants. Il l'a exagéré dans ses côtés hideux, en les grossissant notre mesure. Prenez garde en parlant ainsi, dirais-je à monsieur le substitut. Êtes-vous sûr de vous-même de ne pas exagérer quelque peu le style et la manière de Baudelaire, de ne pas forcer la note, de ne pas pousser au nord? Mais enfin, soit. C'est là sa méthode, c'est là son procédé. Où est la faute, je vous prie? Au point de vue même du ministère public et de l'accusation, où est la faute et surtout, où est le délit? Où est le délit? Si c'est pour flétrir qu'il exagère le mal, s'il peint le vice avec des tons vigoureux et saisissants, parce qu'il veut vous en inspirer une haine plus profonde, et si le pinceau du poète vous fait de tout ce qui est odieux une peinture horrible, c'est précisément pour vous en donner l'horreur. On vous a dit avec raison, mesdames, que le juge n'est point critique littéraire, qu'il n'a pas à se prononcer sur les modes opposés de comprendre et de rendre l'art, qu'il n'a pas à décider entre les écoles de style. C'est pour cela que dans les affaires de cette nature, ce n'est pas la forme qu'il faut interroger, mais le fond. Et l'on risquerait fort de se tromper et de ne pas faire bonne et équitable justice si on se laissait entraîner par quelques expressions exagérées et violentes, parsemées, ça et là, sans aller au fond des choses, sans rechercher les intentions sincères, sans se rendre un compte bien exact de l'esprit qui anime le livre. À cet égard, vous avez, je vous l'ai dit, les déclarations et les protestations de l'homme, qu'il faut rapprocher de son honorabilité parfaite. Et puis, s'il s'agit de ses intentions, vous avez encore autre chose. C'est le livre lui-même. Et d'abord, le poète vous prévient par son titre, qui est là comme en vedette, pour annoncer la nature et le genre de l'œuvre. C'est le mal qu'il va vous montrer. La flore des lieux malsains, les fruits des végétaux vénéneux, son titre vous le dit, comme le titre de l'enfer lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dante. Mais il va vous montrer tout cela pour le flétrir, pour vous en donner l'horreur, pour vous en inspirer la haine et le dégoût. La pensée intime de l'auteur, vous la trouverez dans les premiers vers. Il les adresse au lecteur comme un avertissement, et voilà ce qu'il lui dit.
La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos âmes remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remue. Aux objets répudiants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Sans horreur à travers des ténèbres qui puent. Transformer cela en prose. Supprimer la rime et la césure. Rechercher ce qu'il y a au fond de ce langage, poignant et imagé. Quelles intentions s'y cachent? Et dites-moi si nous n'avons jamais entendu tomber ce même langage du haut de la chair chrétienne et des lèvres de quelques prédicateurs ardents. Dites-moi si nous ne trouverions pas les mêmes pensées et quelquefois les mêmes expressions dans les homélies de quelques rudes et sévères pères de l'Église. Voilà donc son programme, si je puis me servir de ce mot. C'est la guerre déclarée aux vices et aux bassesses de l'humanité, et comme une malédiction lancée à toutes les hontes qui occupent nos esprits et travaillent nos corps. Il s'indigne parce que nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Et c'est véritablement le langage d'un moraliste qu'il tient. Dans cette première page, nous rentrons en communication avec le lecteur pour stigmatiser si durement la sottise, l'erreur, le péché, la lésine. Voilà tout ce qu'il veut poursuivre, tout ce qu'il veut châtier dans des vengeurs. Et certes, ce n'est pas pour de pareils sentiments que vous le condamneriez. Serait-ce donc pour la méthode employée, pour le procédé auquel il a recours, pour ce que j'appellerais sa manière? Peindre le vice, mais le peindre sous des couleurs violentes. Je dirais, si vous le voulez bien, sous des couleurs exagérées, pour mieux faire ressortir ce qu'il renferme d'odieux et de repoussant. Voilà le procédé. Certes, il est vieux comme le monde, et sans doute Baudelaire n'a pas le mérite de l'invention. Il est de tous les temps et de toutes les littératures. Tous les grands écrivains, tous les poètes, tous les prosateurs, tous les moralistes l'ont employé. Tous les orateurs, profanes ou bien les orateurs sacrés, s'en sont servis. Ce procédé, ce n'est pas autre chose que l'ilote montré ivre en spectacle à la jeunesse spartiate pour lui inspirer l'heure et l'horreur de l'ivresse. Au théâtre, que voyons-nous? Voyons-nous autre chose? Est-ce que vous connaissez une seule pièce dans laquelle on ne vous montre pas l'homme malhonnête, qu'on vous peint sous les couleurs les plus noires, dont on vous inspire la haine, le traître en un mot, que la Providence ne manque pas de frapper à la fin? Il est vrai que pour mieux faire ressortir son indignité et augmenter la version du spectateur, on ne manque guère de lui opposer l'honnête homme. L'homme vertueux qui triomphe, c'est ce qu'on appelle le vice puni et la vertu récompensée. Qu'est donc ce procédé, mesdames, si ce n'est pas celui de Baudelaire, et s'il est ainsi employé constamment et partout et par tous, c'est qu'on n'a pas encore trouvé un meilleur moyen de corriger les hommes. Un écrivain qui s'y connaissait bien un peu, sans doute, et dont l'autorité vaut bien quelque chose, Molière, n'a-t-il pas écrit dans sa préface du Tartuffe: les plus beaux traits d'une sérieuse morale sont moins puissants le plus souvent que ceux de la satire. Et rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. J'ai parlé de Molière et du Tartuffe, et j'ai besoin de rappeler ici le sort qui attendait ce chef-d'œuvre. Alors, à son apparition, la cabale des faux dévots, la lutte terrible qu'il fallut subir et mener pour arriver à la représentation de la volonté même, la plus expresse, du grand roi, nécessaire pour que la pièce pût être donnée. Monsieur le Premier Président ne veut pas qu'on la joue, avait dit l'immortel auteur. À la fausse souris à l'égal de la bonne, il faut distinguer entre l'hypocrisie et la dévotion. Nous applaudissons tous au descendant dont le caractère odieux de Tartuffe est flagellé en
Et c'est Molière qui ajoute encore dans sa préface: peut-on craindre que des choses si généralement détestées fassent quelque impression dans les esprits, que je les rende dangereuses en les faisant monter sur le théâtre, qu'elles reçoivent quelque autorité de la bouche d'un scélérat. Il n'y a nulle apparence à cela, et on doit approuver la comédie du Tartuffe ou condamner toutes les comédies. Tout cela, mesdames, est-ce un lieu commun, et de ma part, quelque hors-d'œuvre inutile, puisque nous sommes aujourd'hui de la vie de Molière. Mais alors, pourquoi poursuivez-vous Baudelaire? C'est le même procédé qu'il emploie. Il vous montre le vice, il vous le montre odieux. Il le peint sous des couleurs repoussantes parce qu'il le déteste et veut le rendre détestable. Parce qu'il le hait et veut le rendre haïssable, parce qu'il le méprise et veut que vous le méprisiez. Et puisque nous examinons ici la question du procédé littéraire, voulez-vous me permettre de citer quelques lignes de Balzac, écrites par lui dans une lettre, d'autant plus intéressante que cette lettre n'a pas été imprimée dans ses œuvres. Les grandes œuvres subsistent par leur côté passionné. Or, la passion, c'est l'excès, c'est le mal. L'écrivain a noblement rempli sa tâche lorsqu'en prenant cet élément essentiel à toute œuvre littéraire, il l'accompagne d'une grande leçon. À mon sens, une œuvre profondément immorale est celle où l'on attaquerait les bases de la société par parti pris, où l'on justifierait le mal, où l'on saperait la propreté, la religion, la justice. Supposez un homme de génie, accomplissant le tour de force d'un drame rempli d'honnêtes gens, cette pièce n'aurait pas deux représentations. Tout cela est vrai, mesdames. Non, l'affirmation du mal n'en est pas la criminelle approbation. Les poètes satiriques, les dramaturges, les historiens n'ont jamais été accusés de tresser des couronnes pour les forfaits qu'ils racontent, qu'ils produisent sur scène. Baudelaire, qui les a cueillis et recueillis, n'a pas dit que ces fleurs du mal étaient belles, qu'elles sentaient bon, qu'il fallait adorner son front à remplir ses mains, que c'était là la sagesse. Au contraire, en les nommant, il les a flétris. Il n'a rien dit en faveur des vices qu'il a moulés si énergiquement dans ses vers. On ne l'accusera pas de les avoir rendus aimables, comme on le conçoit dans l'enfer. Et sur les intentions du poète et sur les procédés littéraires, voilà ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant à rechercher s'il a dépassé des limites permises, et si dans cette œuvre impétueuse, puissante, la morale religieuse et la morale publique sont outragées, comme le prétend le ministère. Outragées, vous entendez, mesdames? Vous avez toute la portée de ce mot. C'est la loi, comme on l'a dit, n'est pas une loi d'intolérance. Elle n'a pas eu pour objet d'armer contre tous les auteurs, tous les mécontentements d'un rigoureux casuiste, toutes les susceptibilités d'un esprit trop facile à effaroucher. On n'a pas voulu frapper par des dispositions pénales tout ce qui pourrait faire murmurer une prude ou colorer les joues d'une Agnès. Un autre point qu'il importe de ne pas oublier, et sur lequel j'appelle votre attention, c'est que l'œuvre de Baudelaire n'est pas une réunion de pièces isolées, indépendantes, disparates, séparées les unes des autres, sans lien et sans suite, et sans ordre entre elles. Eh bien, qu'a fait le ministère public? De cet ensemble dans lequel tout se tient, il a détaché quelques morceaux. Puis dans chacun de ces morceaux, il a pris quelques lignes. Et même quelques lambeaux de phrases. Il les a rapprochés, réunis, groupés dans une habile et dangereuse énumération. Cela de façon que vous n'aperceviez que ce qui est mauvais, et cela avec une continuité qui vous frappe, qui vous saisit, qui vous révolte. Vous n'avez que le poison sans le remède. Vous n'avez que des extraits âcres, violents, concentrés de tout ce qui devait les atténuer ou bien les adoucir. Est-ce juste, mesdames? Est-ce un procédé acceptable, ou tout au moins qui soit de nature à vous donner le point de vue véritable et exact auquel l'œuvre de l'écrivain doit être considérée? Ainsi, et lorsqu'il s'agit de l'outrage à la morale religieuse, on vous signale 3 pièces: le reniement de Saint-Pierre, Américain, le vin de l'assassin.
Et après qu'on a relevé dans chacune de ces pièces les passages les plus saillants, on se croit autorisé à dire devant vous qu'il n'est justement pas autorisé de prendre parti pour le reniement de cette Vierge contre Jésus, pour Caïn contre Abel, pour Satan contre les saints. Et l'on serait tenté de croire sur la parole du ministère public, c'est lui, que les sentiments du poète et l'esprit qui l'anime se traduisent par ces mots que l'on vous a cités. Je m'en moque comme de Dieu, du diable, de la sainte femme. Mais je vous le recommande, ouvrez le livre. Ouvrez le livre. Vous verrez que ces trois pièces poursuivies, aussi bien que celles qui suivent d'ailleurs, se trouvent placées sous une rubrique spéciale, révolte. Vous verrez que le poète a pris soin de déclarer lui-même que les sentiments qu'il exprime ne sont pas les siens, et que les plaintes, les malédictions, les blasphèmes même que contiennent ces vers, il les répudie et les condamne. Comprenez-vous maintenant, mesdames, le danger de juger une œuvre entière, une œuvre d'ensemble, sur quelques pièces isolées, sur quelques vers détachés, sur quelques expressions prises ça et là, et habilement rapprochées. Quel est le poète et quelle est l'œuvre qui pourrait résister à un examen fait de cette sorte? Vous êtes seul juge, dites-vous, de l'opportunité de la poursuite. Il y a bien des choses à répondre à une pareille théorie. Et l'opportunité en matière de poursuite correctionnelle me paraît tout au moins une thèse peu juridique, mais en tout cas, et si vous êtes vous, ministère public, juge de l'opportunité, encore une fois, pourquoi choisissez-vous Baudelaire? Pourquoi sont-ce les fleurs du mal que vous voulez frapper, alors que sûrement, et le poète et ses filles n'ont mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité? Certes, je ne demande de poursuite contre personne, et l'on ne peut supposer que ce soit là ma pensée. L'interpréter ainsi, ce serait la dénaturer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. La morale publique est une, et quand elle n'est pas outragée, par tant d'œuvres qui remplissent nos bibliothèques, qui s'impriment et se réimpriment sans cesse et sous vos yeux, par tant d'autres qui naissent chaque jour, soit en vers, soit en prose, comment la morale publique serait-elle outragée par les quelques morceaux que le ministère public vous demande de condamner dans l'œuvre de Baudelaire? Enfin. Ces pièces, vous les connaissez, et je ne puis les relire ici. Laissez-moi dire en passant que dans le nombre, il y en a d'admirables, entre autres, Lesbos et les femmes d'année. Qu'au point de vue poétique, il est impossible de ne pas louer sans réserve. Écoutez ces strophes. Descendez davantage, dit-il. Descendez le chemin de l'entrée éternelle. Plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes, flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d'orage. Ombre folle, courez au but de vos désirs. Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Loin des peuples vivants, errants et condamnés, à travers les déserts, courez comme des loups. Faites votre destin, âme désordonnée, et fuyez l'infini que vous portez en vous. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous citer ces beaux vers, mais vous, mesdames, dans le champ du conseil, vous relirez toutes les pièces poursuivies, et vous vous demanderez si c'est bien là ce qui constitue le délit d'outrage à la morale publique. Vous vous le demanderez en comparant l'œuvre de Baudelaire et les quelques vers qui peuvent contenir quelques pièces en les comparant, dis-je, à ceux que vous lisez tous les jours dans notre littérature moderne. Et je parle ici des auteurs les plus illustres, les plus aimés, les plus populaires, à ceux que personne n'a jamais pensé à incriminer au point de vue de l'outrage à la morale publique. Et pourtant, jamais Baudelaire n'est allé aussi loin qu'eux. Vous trouverez dans mon dossier toute une série, et je peux vous assurer qu'elle est nombreuse, de pièces détachées que j'ai recueillies dans notre littérature moderne. Cela fait une assez jolie collection. Vous me reprochez la pièce qui s'appelle Les Bijoux. Et pourquoi je vous prie? Est-ce donc parce que la fraîcheur était nue, et connaissant mon cœur, elle ne l'avait gardé que ses bijoux sonores? Sur cette nullité qui vous choque et que vous voulez élever à la hauteur de l'outrage à la morale publique, comme si l'on pouvait supprimer le nu dans l'art et l'interdire à la poésie, plus qu'à la poésie, ou à l'art salutaire. C'est avec Musset que je vais vous répondre.
Le sofa sur lequel Hassan était couché était dans son espèce une admirable chose. Il était de peau d'ours, mais de l'ours bien léché. Moelleux comme une chatte et frais comme une rose, Hassan avait d'ailleurs une très noble pose. Il était nu comme Ève, à son premier péché. Quoi, tout nu, dira-t-on? N'avait-il pas d'or? Nu dès le second mot, que sera-ce à la fin? Monsieur, excusez-moi, je commence ce conte. Hassan était donc nu, mais nu comme la main, nu comme un plat d'argent, nu comme un mur d'église, nu comme le discours d'un académicien. Ma lectrice rougit et je la scandalise. Comment se fait-il, madame Colombise, que vous avez la jambe bien et la poitrine aussi? Comment le dirait-on si l'on ne savait bien? Tout est nu sur la terre, hormis l'hypocrisie. Tout est nu dans les cieux, tout est nu dans la vie. Les tombeaux, les enfants et les divinités. Tous les cœurs vraiment beaux laissent voir leur beauté. Ainsi donc, le héros de cette comédie restera nu, madame, et vous y consentez. Que de beaux vers de Musset je pourrais vous citer encore dans Rolla ou dans Portia, et qu'il faudrait supprimer si c'était là de l'outrage à la morale publique. Mais que dire aussi du poète populaire Béranger? Béranger, dont Perrotin a publié il y a peu de temps une nouvelle et si magnifique édition. Faut-il aussi expurger Béranger? Et pourtant, la grand-mère, vous savez bien ce qu'elle dit le soir de sa fête, de vin pur ayant bu 2 doigts. Maman, vous aviez le cœur tendre. Oui, si tendre qu'à 17 ans, Lindor ne se fit pas attendre et qu'il n'attendit pas longtemps. Maman, Lindor savait donc plaire. Oui, seul il me plut 4 mois. Mais bientôt j'estimai Valère et fis 2 heureux à la fois. Quoi, maman? 2 enfants ensemble? Oui, mais chacun d'eux me trompa. Plus fine alors qu'il ne vous semble, j'épousai votre grand-papa. Ouais. Maman, que lui dit la famille? Rien. Mais un mari plus sensé eût pu connaître à la coquille que l'œuf était déjà cassé. Bien tard, maman, vous fûtes veuve. Oui, mais grâce à ma gaieté, si l'église n'était pas neuve, le sein n'en fut pas moins fêté. Comme vous, maman, faut-il faire? Et mes petits-enfants, pourquoi, quand j'ai fait comme ma grand-mère, ne feriez-vous pas comme moi? Voilà ce qu'écrit Béranger. Et bien d'autres choses encore, n'était pas vrai? Voilà ce qu'il réimprime sans cesse. Et vous n'avez jamais songé à poursuivre. Vous ne pourriez le faire d'ailleurs sans courir un échec certain. Et après ce que je viens de vous lire, vous condamneriez Baudelaire? Vous le condamneriez après tant d'autres citations que je pourrais vous faire, et vous trouverez dans mon dossier une collection, comme je l'ai dit, bien incomplète, mais finalement transcrite. Mesdames, je vous ai dit ce que Baudelaire était. Quelles avaient été ses intentions? Je vous ai montré sa méthode et son procédé littéraire. Je viens de vous faire voir longuement qu'il n'y a rien dans son œuvre qui soit aussi osé dans le fond et dans la forme, dans l'expression et dans la pensée que tout ce que notre littérature imprime et réimprime tous les jours. J'ai confiance que vous ne voudrez pas frapper ce galant homme, ce grand artiste, et que vous le renverrez purement et simplement des fins de la poursuite. Le tribunal a rendu son délibéré et a reconnu Charles Baudelaire coupable du délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, en raison de passages ou expressions obscènes et immorales. Le poète est condamné à payer une amende de 300 francs et de retirer 6 poèmes du recueil s'il souhaite poursuivre sa vente à Paris. Après cette condamnation, Victor Hugo prit sa fameuse plume pour féliciter le repris de justice dans une lettre d'amour dédiée à ses fleurs maladives si décriées. J'ai reçu, monsieur, votre lettre et votre beau livre. L'art est comme l'azur, c'est le champ infini. Vous venez de le prouver. Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Continuez. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation. Une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir.
Ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale. C'est là une couronne de plus. Je vous serre la main, poète. Il faudra attendre presque un siècle plus tard pour que la Cour de cassation annule la condamnation des Fleurs du Mal en 1949. 84 ans après la mort de Baudelaire, le recueil connaîtra finalement une réédition de son œuvre originale. L'audience est levée.